Chirurgie assistée, automatisation des soins, précision renforcée, la robotique médicale s'impose peu à peu dans les hôpitaux. Mais où en est son développement en France? Quels avantages pour les soignants et les patients? Et puis, la robotique peut-elle être une réponse aux enjeux du système de santé entre pénurie de personnel et inégalité d'accès aux soins? C'est le thème de ce débat. Nicolas Prévost, Colin Médical, votre PME spécialisée en ORL, a développé le Robotol, le premier robot au monde dédié à la chirurgie de l'oreille. Comment ce robot change-t-il la chirurgie ORL au quotidien? Elle va permettre aux chirurgiens de parfaitement contrôler certains gestes extrêmement précis qui sont au-delà de la capacité de la main humaine, même des meilleurs chirurgiens, même des chirurgiens qui ont fait une cour d'apprentissage extrêmement longue. Et donc finalement, ça va permettre aux chirurgiens d'être moins concentrés sur le contrôle précis de ce geste pour se concentrer sur quel geste ils veulent réellement opérer et faire tout simplement pour le patient. Et aujourd'hui, il est présent dans combien d'établissements? Alors aujourd'hui, il est présent en France dans plus de 50% des CHU, donc dans 16 CHU. Donc le verre est à moitié vide ou à moitié plein. On est très content puisque c'est bien sûr 16 des plus gros, parmi les plus gros, mais pas que CHU, avec aussi beaucoup de centres hospitaliers pédiatriques qui sont équipés. Donc on en est très content, mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il y a 50% des CHU qui ne peuvent pas en bénéficier, et aujourd'hui, aucun hôpital privé non plus qui peut en bénéficier. Or, aujourd'hui, une grosse partie de la chirurgie est également faite dans le privé. Oui, on va en parler plus tard. Jean-Philippe Varenne, votre automate de conditionnement des médicaments vise à réduire les erreurs médicamenteuses. À quel point ces erreurs médicamenteuses sont-elles fréquentes? Elles sont fréquentes aujourd'hui parce que la préparation de ces doses pour les formes orales liquides s'est fait manuellement par des infirmières dans les services. Vous le savez, on en a parlé. Elles sont débordées, elles ont énormément de choses à faire dans la journée. Elles sont même parfois dérangées jusqu'à 200 fois dans leur journée de travail. Au final, d'aller préparer 80 gouttes pour un client d'un produit hyper important, on fait vite une erreur de patient, de quantité, de dilution, etc. Donc le robot, lui, vient les aider, leur apporter une solution qui est prête à l'emploi et qui va faire gagner. Ça ressemble à ça d'ailleurs. Oui, une petite dose toute simple sur laquelle il y a le nom du patient, toutes les informations concernant le médicament, la date de prise et même un QR code qui permet d'aller s'assurer de la traçabilité du produit tout au long du circuit médical. Et même question que pour Colin Médical, à quel point est-ce que c'est implanté? Alors aujourd'hui, nous dit c'est une start-up, on est une dizaine de personnes, on est du côté de Lyon, dans l'Ain. Donc on vient de démarrer il y a 4 ans cette activité-là. Nous dit ça vient d'une société plus importante, Pakinov, qui est une 40aine de personnes et qui est spécialisée dans le conditionnement des machines de conditionnement pour l'industrie. Et donc là, pour l'instant, on en est à 4 établissements dans lesquels ces robots sont installés. Ils sont installés dans les pharmacies des hôpitaux. Ils viennent aider et les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, pour le bénéfice des infirmières, des personnels de soins et des patients qui, derrière, sont sûrs d'avoir la bonne dose au bon moment, en bonne quantité. Lionel Taxan, vous êtes donc chirurgien urologue. Première question, où est-ce que vous exercez? J'exerce à l'hôpital privé d'Antony, en banlieue parisienne. Et depuis combien de temps est-ce que vous avez recours à la robotique? Alors finalement, je me rends compte que j'ai vieilli et moi j'ai connu un peu toutes les étapes, c'est-à-dire la chirurgie ouverte, la chirurgie puis la chirurgie laparoscopique. La chirurgie robotique, ça a commencé, je dirais, dans les années 2005. Moi, je fais de la robotique depuis 2007-2008, donc ça fait pas mal déjà. Et alors, à quel point ça change votre quotidien en tant que chirurgien? Franchement, ça change la vie, c'est-à-dire que en gros, la chirurgie robotique a, d'un point de vue assez pratique, a amélioré les performances du chirurgien. C'est-à-dire qu'on voit mieux, la vision est améliorée, les mouvements sont améliorés, on améliore même les mouvements de la main humaine, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les degrés de liberté. Ça, c'est les arguments classiques pour dire que ça améliore la qualité de la chirurgie, ça diminue les complications, ça améliore la récupération pour les patients, il y a moins de douleur. Dans quelle mesure est-ce que ça diminue les complications? C'est-à-dire que ça diminue le risque, ça diminue le nombre, la quantité de saignement, ça diminue. En fait, comme on est plus à l'aise, comme on fait des gestes plus précis, forcément, in fine, ça diminue le risque de complications. Et alors le problème, c'est qu'en urologie, c'est toujours des maladies qui ont une évolutivité assez lente, et donc pour pouvoir le prouver scientifiquement, ça prend des années. Mais nous, notre retour d'expérience, c'est vraiment que ça améliore grandement et diminue les complications.
Nicolas, où se situe la France en matière d'innovation en robotique médicale par rapport aux États-Unis ou à l'Asie, par exemple? Bah, on est un pays très dynamique en robotique, hein, et d'une manière générale en medical device, on est extrêmement dynamique. Et dans le système, on a quantité d'entreprises, PME et grandes et petites entreprises qui ont une grosse partie de leur activité d'innovation en France. Évidemment, on ne va pas comparer, parce que la France est quand même beaucoup plus petite que les États-Unis ou que la Chine. Oui. Donc, bien sûr, Est-ce qu'on a des points forts malgré tout? on a des points forts complètement indéniables, on a aussi des points faibles. Lesquels? Les points forts, ben, c'est qu'on a des écoles de chirurgie de très grande qualité, donc des chirurgiens de très grande qualité, médecins de très grande qualité, et des ingénieurs de très grande qualité, et qu'on a aussi cette culture d'innover. Moi, hier, j'ai passé la journée au bloc opératoire à la Petite Salpêtrière, et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Tous les ingénieurs passent beaucoup de temps au bloc opératoire avec les chirurgiens, et ensuite, les chirurgiens viennent beaucoup. Chaque semaine, on reçoit plusieurs chirurgiens dans nos ateliers. Donc en fait, voilà, ça, je pense que c'est un écosystème extrêmement favorable et dynamique. Lionel, on l'a dit, vous l'avez dit, les robots permettent d'assister les gestes ultra précis. Selon vous, est-ce que ces technologies sont une évolution inévitable pour les chirurgies complexes? Alors oui, enfin, toujours pareil, pour revenir à l'urologie, il y a la robotique est utilisée dans 2 grandes pathologies, la prostate principalement et le rein. Donc oui, la robotique a vraiment amélioré la qualité de la précision, et notamment il y a plusieurs challenges dans la chirurgie de la prostate, du cancer de la prostate. C'est que non seulement il faut pouvoir traiter le cancer, donc enlever toute la glande, toute la prostate, mais il y a tout le challenge autour de la continence, autour de la préservation de l'érection. Donc tout ça, ça a nettement été amélioré par la précision. Toujours les mêmes histoires, la vision, la précision du geste a permis de vraiment améliorer les résultats. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est plutôt la chirurgie du rein. C'est-à-dire que dans la chirurgie du rein, il y a toujours cette histoire, on peut avoir une tumeur du rein, et il y a toujours la question de est-ce qu'on peut enlever juste la tumeur ou est-ce qu'il faut enlever tout le rein. Donc en fonction de la localisation de la tumeur, en fonction de la taille de la tumeur, eh bien, il y a quelques années, quand on n'avait pas cette robotique, on était contraint d'enlever le rein. Et finalement, la robotique a permis de pousser les indications de chirurgie partielle. Et vraiment, pour répondre à la question du débat, c'est que enlever que la tumeur du rein, ça guérit de la même manière que d'enlever tout le rein. Mais par contre, ça améliore la survie des patients. On a vraiment réussi, pour moi, à sauver des patients en poussant les indications de chirurgie partielle. Et ça, c'est la robotique qui a permis ça. Par la vision, par la précision, on est vraiment à quelques millimètres du rein, et on peut opérer de façon beaucoup plus précise. Donc oui, la chirurgie du rein, c'est un bel exemple de la robotique qui a permis de progresser vers la qualité. Jean-Philippe, la robotique pourrait-elle aller au-delà du conditionnement des médicaments? Est-ce que, par exemple, elle pourrait automatiser d'autres tâches hospitalières? Vous pensez la préparation des chimiothérapies, par exemple? Alors, il y a des progrès énormes qui ont été faits d'un point de vue technologique, et nous, on vient de là, en fait. Et aujourd'hui, on a pu, je prends l'exemple sur les formes orales liquides, doser à la goutte près. C'est-à-dire qu'on contrôle de manière gravimétrique que c'est à la goutte près qu'on vient de délivrer un médicament. Sur la chimio, par exemple, pareil, la technologie permet aujourd'hui, déjà, il y a des robots qui sont en place dans les établissements. Alors, nous, on n'est pas dans ce domaine-là, mais on voit des confrères qui font des choses extraordinaires pour simplifier, pour les aider à faire plus vite, mieux, et avec plus de sécurité, avec plus de précision, toute la préparation de ces chirurgies, de ces chimios là, qui sont importantes au quotidien dans l'hôpital. Et donc vous pensez qu'il faut s'attendre à des hôpitaux avec des robots préparateurs Alors, je connais moins ce cadre-là, mais a priori, oui, pour moi, la robotisation de tout, je me rends compte d'ailleurs en discutant avec vous que moi, je pensais que la robotique, c'était plus sur la chirurgie, mais non, ça se développe partout. Ça se développe dans la chirurgie d'ophtalmo. Donc oui, je pense que la robotique, on ne pourra pas s'en passer. C'est des outils d'efficience, en fait. Donc tout simplement, il faut que chacun puisse se concentrer sur là où il a vraiment la plus de plus-value. Nous, on est dans la chirurgie. Oui. Le chirurgien, là où il a plus de plus-value, c'est réfléchir pendant l'intervention, quel est le geste qu'il veut faire. Donc c'est, comme disait Lionel, extrêmement bien voir, etc. Donc ces technologies, elles vont vraiment développer l'efficience, ça va être gagner du temps. Il y a eu ce débat au tout début de la robotique, de est-ce que vraiment ça fait mieux, est-ce que vraiment il faut se mettre dans la robotique? Et en fait, ça a été un bulldozer, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire autrement, et ça a montré maintenant que ça avait largement supplanté la chirurgie ouverte. Mais au tout début, toujours pareil, dans les innovations, il y a toujours des gens un peu réfractaires à ça, et il y avait des gens qui étaient contre, qui essayaient de montrer que ça ne marcherait pas. Ce qui est important, je rebondis sur ce que dit Nicolas, c'est en fait les automates, les robots permettent de faire parfois plus vite certaines préparations.
Donc ça libère du temps pour les personnels qui soient dans la pharmacie ou les personnels de soins. C'est ça qui est intéressant, c'est pas d'aller faire à la place d'eux, c'est on peut faire plus vite et plus précis, et ça permet aux gens de se dégager et d'aller s'occuper plus de leurs patients et sur des tâches qui ont vraiment plus haute valeur ajoutée et qui sont plus relatives aux patients. Nicolas, l'un des freins majeurs au déploiement de la robotique, c'est le financement, Oui, sûr, exactement. qui repose souvent sur les établissements eux-mêmes. Que réclame le SNETEM pour accélérer l'intégration des robots chirurgicaux? Ce que nous souhaiterions, c'est que des budgets soient dédiés à ces technologies innovantes, qu'on puisse aussi avoir des actes associés à la chirurgie avec un financement également dédié. Parce que globalement, en fait, c'est extrêmement frustrant quand un chirurgien a le courage, le souhait de vouloir se lancer dans un problème de robotique, etc. Pourquoi, en fait, ce chirurgien doit passer 1 an, 2 ans à, entre guillemets, batailler avec, voire contre son administration, alors qu'en fait, il devrait être aidé. Le chirurgien a ce souhait, il ne le fait pas pour lui, hein, in fine, il le fait pour le patient. Et donc, finalement, si les budgets étaient plus accessibles, un peu plus facilement, un peu plus simplement, il pourrait rapidement consacrer plus de temps à, encore une fois, le soin ou l'enseignement, la recherche, etc. Et pas passer pendant 2 ans par toutes les phases de découragement qu'on peut avoir lorsqu'on a du mal à trouver le financement. Lionel, au-delà du coût, il y a aussi la question de la formation des soignants. Comment est-ce que les professionnels de santé sont accompagnés dans l'adoption de ces outils à ce jour? Alors, alors, en ce qui concerne les médecins, les chirurgiens, il y a une éducation il y a une éducation petit à petit qui se fait. Alors, il y a du compagnonnage, c'est-à-dire que, pareil, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était d'un point de vue un peu personnel, il fallait se mettre dedans. Il y avait pas, en chirurgie, vous savez, c'est du compagnonnage, c'est-à-dire c'est les plus âgés qui apprennent aux plus jeunes. Et comme les plus âgés ne savaient pas faire de robots, finalement, c'est les plus jeunes qui se sont mis un peu tout seuls là-dedans et qui sont formés un peu tout seuls. Et ça, c'était la génération d'avant. Maintenant, une nouvelle génération de chirurgiens, en fait, elle est formée à la robotique de façon complètement naturelle, comme on était formé à l'époque par de la chirurgie ouverte. Donc il n'y a plus aucune résistance finalement. Pas du tout. Et donc ça, en ce qui concerne les chirurgiens, ça se fait par compagnonnage de façon tout à fait simple. Pareil en ce qui concerne les équipes paramédicales, parce que non seulement il faut que le chirurgien soit formé, mais il y a aussi toute une formation de l'équipe paramédicale, des infirmières, des aides opératoires. Pareil, au début c'était très compliqué, on pensait que ça allait être infaisable. Vous l'avez constaté, vous êtes sur le terrain. Moi, non seulement je l'ai constaté, surtout que j'ai commencé mon activité dans mon hôpital privé où il n'y avait pas encore de robot. Donc on a fait venir le robot, et donc on est passé de pas de robot à robot, et ça paraissait insurmontable, tout le monde était paniqué, et ça c'est très bien. Vous ? Alors moi non, parce que j'avais déjà fait du robot avant, à l'hôpital, je viens de la Pitié-Salpêtrière où il y avait déjà de la robotique, donc non, moi j'avais pas peur, mais c'est sûr que c'est quelques étapes à franchir petit à petit. Il y a non seulement le côté à l'achat du robot, tout le business plan à monter, mais après la formation des équipes, et finalement ça se passe très bien. Et maintenant, c'est comme si de rien n'était. Ça, c'est le rôle de l'industriel, en fait, de développer des programmes de formation et avec les chirurgiens utilisateurs de développer ces programmes, de faire en sorte que le chirurgien soit déchargé au maximum. On va faire des ateliers sur ressort plastique, on va faire du laboratoire d'anatomie, et de façon à ce que, bien sûr, comme toujours en France, jamais la première fois sur un patient. Donc en fait, les chirurgiens jeunes et moins jeunes sont vraiment formés. Et le robot permet cet exercice, parce qu'en fait, on va donner accès à des robots aux chirurgiens qui va pouvoir exercer sa dextérité plusieurs heures et beaucoup gagner en confort finalement. Ouais, et puis surtout, il faut arrêter, au début, de fantasmer ou de mystifier la robotique. En fait, et vraiment, on a insisté là-dessus, c'est-à-dire que pour nous, le robot, c'est un outil. C'est vraiment juste un outil chirurgical qu'on peut utiliser comme on peut utiliser un endoscope, comme on peut utiliser un bistouri. Oui, il y a aussi autour de l'intelligence artificielle peut-être. Peut-être que c'est un peu, les deux sont liés, mais en tout cas, pour nous, on l'utilise vraiment comme un outil. C'est-à-dire que même au début, il y avait une histoire de le robot peut pas changer de salle opératoire, il est là, il bouge pas. Non, le robot, c'est un outil qu'on peut utiliser à un moment parce qu'on en a besoin, mais voilà, il faut le simplifier en tout cas. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on a un devoir, c'est d'aller accompagner ces changements dans les hôpitaux, parce que c'est assez transverse, ça touche beaucoup de médecins, de chirurgiens, beaucoup de personnel de soins. Et donc, il faut qu'on les accompagne de A à Z pour la mise en place. C'est pas qu'une question d'investissement, c'est du temps aussi, c'est tout un accompagnement. Donc, nous disent, par exemple, on est vraiment là pour, du départ du projet, aller trouver les gains qui vont être qualitatifs ou quantitatifs, qu'on peut amener dans le processus de soins. Et
comment on sécurise en fait. Et je crois que le secret, c'est aussi de développer les technologies avec les utilisateurs. Nous, c'est les chirurgiens, mais ça peut être des infirmières, ça peut être des pharmaciens, des ingénieurs biomédicaux, tout ce que vous allez trouver dans un hôpital public ou privé. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Et tous mes confrères font ça. En fait, on développe perpétuellement avec les utilisateurs. On sort de bloc opératoire, on débriefe qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui aurait pu faciliter encore la vie du chirurgien. On fait des prototypes en imprimante 3D, on le met dans la main du chirurgien, il essaye sur un os sec, on va le faire essayer à d'autres confrères, on va aller en pédiatrie pour voir s'ils ont également le même besoin ou inversement, etc. Et puis ensuite on passe à la phase industrialisation. Je pense qu'il ne faut jamais déconnecter de l'utilisateur. Donc nous les chirurgiens, jamais les ingénieurs doivent se dire tiens je vais faire un truc formidable et le chirurgien arrive et dit mais non c'est pas du tout, ça correspond pas à mon besoin ou c'est trop compliqué. Il faut décharger la charge mentale. Le chirurgien, c'est un peu comme un pilote, il doit avoir l'œil sur plein de choses. Bien sûr, le patient, il doit aussi avoir en tête la spécificité de ce patient selon son âge, ses pathologies, qu'est-ce qu'il a fait comme son expérience. Ça se passe On bien. ne parle pas des patients dans tout ça, mais eux, comment est-ce qu'ils perçoivent l'utilisation de la robotique? Est-ce qu'ils le savent déjà et est-ce qu'il y a des résistances encore? Alors oui, ils le savent bien sûr. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que au début, les patients voulaient de la robotique, mais ça restait assez confidentiel. Il fallait vraiment des patients renseignés, informés. Maintenant, non, c'est de notoriété publique. C'est en tout cas en ce qui me concerne pour la prostatectomie. La plupart des prostatectomies sont faites au robot. Les patients connaissent. Il y a YouTube, il y a Internet. Non, Donc ça les rassure plutôt? Franchement, mon retour d'expérience, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude en tout cas. Et oui, ça les rassure parce qu'ils savent qu'a priori, il vaut mieux se faire opérer en chirurgie robot assistée qu'en chirurgie conventionnelle. Donc non, il n'y a aucune réticence et même ils sont demandeurs. Les patients aujourd'hui sont très actifs, ils vont sur Internet, ils se renseignent, surtout si ce n'est pas de la traumatologie, ils ont le temps en fait de se préparer. Et donc en fait, je crois que ce qui rassure les patients, c'est de savoir que l'équipe chirurgicale dispose de tout l'arsenal qui existe, tous les outils qui existent. Comme dit Lionel, c'est un outil parmi d'autres, c'est des super outils, mais ça reste des outils. Et donc si le patient sait que ce chirurgien et son équipe disposent de tous ces outils et choisira les outils les plus adaptés à son cas, il est parfaitement. Je suis assez d'accord. Ça reste vraiment une relation de toute façon, ça reste une relation de confiance. C'est-à-dire que la chirurgie, on y va parce qu'on a confiance en ce chirurgien, on a écouté. A priori, s'il nous dit que c'est mieux de le faire en robotique, on le fait en robotique. Il n'y a pas vraiment de. Puis maintenant, ça s'est assez démocratisé. Donc non, mais pour revenir à la formation, il y a un vrai avantage que j'ai oublié de vous parler, c'est que il y a un truc qui s'est développé qui n'existait pas avec la chirurgie ouverte. C'est-à-dire que la chirurgie ouverte, on se lançait sur un vrai patient. C'est-à-dire qu'avec la chirurgie robotique, il y a des simulateurs qui ont permis de pouvoir s'entraîner, ce qui n'existait pas avant. Et il y a des doubles consoles. C'est-à-dire que parfois, on peut pas commencer la chirurgie avec une console, avec un chirurgien formé à côté qui peut reprendre la main et qui peut... Donc ça a vraiment permis d'améliorer la formation des chirurgiens, je pense. Ouais. C'est extrêmement rassurant aussi pour le chirurgien senior lorsqu'il, en compagnonnage, forme un chirurgien plus junior. C'est qu'en fait, il a, entre guillemets, le pied ou la main sur oui, au moment de lui laisser la main. La conduite accompagnée. Oui, c'est exactement ça. Je rebondis un peu ce que vous dites tous les deux, Nicolas et Lionel. Là, ces robots, ils ne viennent pas de la tête d'un ingénieur. C'est vraiment en collaboration avec les soignants, que ce soit des chirurgiens ou des pharmaciens, qu'on vient prendre le besoin à la source et qu'on vient co-développer. Je veux dire, au début, il y a des protos, il y a des phases, il faut les améliorer, et jusqu'au moment où on arrive à des choses qui soient vraiment acceptées par le corps médical et par les patients derrière qui, en toute confiance, peuvent en profiter. Et Jean-Philippe, d'ailleurs, autre préoccupation du point de vue des patients, la cybersécurité. Comment nous s'assure-t-elle la sécurité des données de ces patients dans ces dispositifs? Alors c'est vraiment en lien avec tout le secteur informatique de l'hôpital. Nous, ce qu'on fait, on ne sort pas de données de l'hôpital. Ça reste. On est lié directement au fichier de prescription hospitalier. Il n'y a pas de reprise en main. Le pharmacien vient valider toutes les prescriptions et lancer de manière automatique la production. Il n'y a pas de données qui sortent du robot ou de l'hôpital. Ça, on est très vigilant là-dessus. On peut prendre la main à distance pour des maintenances sur les automates, mais on vient simplement au niveau de l'ordinateur de l'automate. On n'a pas les données patients qui sont extractibles. Donc tout ça, c'est très sécurisé. Et vous parlez d'intelligence artificielle tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le sujet que vous voulez aborder après, mais nous, on est déjà en train de travailler avec des confrères qui, juste en amont, avant de donner toutes ces prescriptions, il y a une intelligence artificielle qui travaille pour les vérifier qu'il n'y ait pas des choses qui soient anormales, par exemple par rapport au poids du patient, par rapport à ce que le patient a pris précédemment, etc. Tout l'historique, toutes les données qui sont disponibles, on peut les valoriser
et aider le pharmacien, qui ne peut pas non plus passer 100% sans faire d'erreur, d'aller aider le pharmacien à mettre en avant des choses qui sont un petit peu bizarres pour que lui puisse regarder ça de près. Et cette notion de protection des données, elle intervient aussi chez vous? Elle intervient aussi, mais surtout que nous, on est une industrie très réglementée et ça fait partie de la réglementation. Donc en fait, quelles sont les données qui circulent, est-ce qu'elles peuvent se rentrer, sortir, etc. Nous, en l'occurrence, nos robots, et c'est la plupart du temps le cas des robots chirurgicaux, ils ne sont pas connectés avec l'extérieur. Donc il n'y a aucun risque de fuite, ça n'est pas possible physiquement. Et c'est quelque chose qui est, encore une fois, extrêmement étudié. Hein. C'est pas du tout, on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. Sur la question de la pénurie de soignants, Oui. est-ce qu'on peut imaginer que la robotique compense la pénurie du personnel médical, ou est-ce que ça restera un outil complémentaire? Non, ça va pas remplacer le chirurgien. Je pense qu'en fait, là où ça peut répondre à un certain besoin, c'est que ça contribue à rendre ces métiers très attractifs et ces équipes très attractives. Et bien sûr les chirurgiens, mais tout le personnel qui va autour, bien sûr les collègues médecins type anesthésistes, mais également en fait les IBOD, infirmiers de bloc opératoire, et même les brancardiers, etc. Parce qu'aujourd'hui dans les hôpitaux, et pas du tout qu'en France, partout à l'international, même je crois dans le monde entier, il y a un problème d'attractivité avec turnover. On a besoin pour qu'une équipe fonctionne. Un chirurgien, il travaille avec une équipe seul. Un bon chirurgien avec une mauvaise équipe, c'est pas mieux qu'un mauvais chirurgien avec une bonne équipe. Hein. Il faut vraiment tout. Un bon chirurgien et une bonne équipe. Des gens impliqués. Et lorsque les gens voient que dans leur hôpital, il y a des programmes de robotique qui sont à la pointe, etc., c'est extrêmement enthousiasmant. Les gens choisissent ces métiers et ces centres. Je suis d'accord, quand le robot est arrivé, il y a eu une espèce d'effet waouh avec les paramédicaux qui voulaient vraiment s'intéresser au truc. Ça laissait un changement. Quand on est dans la même routine, on veut changer. Je suis assez d'accord. Et sur cette question est-ce que ça pourrait compenser la pénurie de personnel? Personnellement, pour le robot que j'utilise, non. C'est-à-dire que ça ne diminue pas le nombre d'humains qui gravitent autour de la chirurgie. Par contre, je sais qu'il y a des robots un peu différents qui sont, par exemple, qui permettent de bouger des caméras, qui permettent des bras articulés, des choses comme ça. Où là, je pense que ça peut peut-être diminuer le nombre de personnes. Mais je connais moins ça, non. Je sais pas. En revanche, votre solution, oui. Alors, diminuer, non. L'idée, c'est pas ça. C'est vrai, on n'a pas assez d'infirmières aujourd'hui. Donc, le problème, on peut toujours mettre des petites annonces. On n'arrive pas je crois que c'était 1400 qu'il fallait sur Paris récemment, d'infirmières. On ne les a pas. Donc, aujourd'hui, si on peut les décharger de tâches qui sont sans valeur ajoutée, encore une fois, hein, compter des gouttes dans un gobelet, ça met 5 minutes, ça n'a pas de sens. Le robot peut le faire très rapidement et de manière sécurisée. Et ce temps libéré leur permet vraiment de s'occuper des patients. Et si je prends par exemple les EHPAD, on a beaucoup un manque de personnel aussi, c'est criant. Et aujourd'hui, les autorités de santé ferment des EHPAD parce qu'il n'y a plus de pharmaciens, il n'y a plus d'infirmières. Donc il faut regrouper, il faut s'organiser. Et ça, vraiment, l'automatisation, donc ces robots permettent de simplifier et d'avoir toujours des infirmiers au contact des patients. Là où ça peut avoir un apport aussi, les robots chirurgicaux, c'est que pour certains gestes, vous allez gagner des années de formation sur l'acquisition de la capacité de faire ces gestes opératoires. Et donc, si vous gagnez 3, 4, 5 ans pour un chirurgien, il va être rapidement plus opérationnel et entre guillemets plus senior. Le but, c'est quand même de lisser par le haut la performance. C'est que le robot permette à tous les chirurgiens d'avoir un niveau de performance exceptionnel et donc plus exceptionnel, mais exceptionnel, généralisé. Ensuite, je dirais aussi qu'il y a certains robots qui vont décharger la charge physique en fait du chirurgien, parce qu'il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques chez les chirurgiens, avec des tendinites dans les épaules, les bras, les mains, tout ce que vous voulez. Des fois, vous allez parfois au bloc opératoire et vous voyez les chirurgiens pliés en 4 pendant des heures, etc. Donc ça, c'est quelque chose que le jeune chirurgien en fait se rend même pas compte, mais au fur et à mesure des années, si, et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui baissent ensuite, l'activité chirurgicale à cause de ces troubles musculo-squelettiques, surtout à partir de 55-60 ans. Or, le chirurgien a bien sûr toutes ses capacités intellectuelles. S'il est un peu économisé physiquement, il va pouvoir prolonger son activité chirurgicale de 5 ou 10 ans. Donc, s'il commence 5 ans plus tôt et finit 10 ans plus tard, en fait, vous avez de fait beaucoup plus exploité, entre guillemets, le chirurgien dans toute sa carrière. Bien sûr, c'est-à-dire entre 3 heures de chirurgie debout
l'épaule en l'air, Ouais, tenir ouais. une caméra et assis confort avec la tête dans un écran, ça n'a rien à voir. Et ça réduit le stress aussi? Non. Le fait Non. que ce soit, on a l'assurance que c'est plus précis quelque part. Non, je dirais pas ça. Non, le Non. stress reste le même. Mm. C'est stressant comme métier. Alors moi j'ai vu des chirurgiens dans certains gestes témoigner de moins de stress parce qu'ils pouvaient faire une pause de ne serait-ce que 2 ou 3 secondes, là où dans certains gestes il n'y a pas de pause possible à la main. Mm. Et j'ai vraiment eu des chirurgiens même s'amuser entre guillemets à s'arrêter 2 secondes, croiser les mains comme on fait au bloc et dire ah je fais une pause, mais vraiment de 2 ou 3 secondes, je réfléchis, je reprends mon geste. Donc ça, c'est un témoignage. Je pense que c'est pas forcément systématique et Oui, oui. généralisé, mais c'est important quand même. C'est bientôt la fin, mais j'aimerais quand même que on aborde rapidement la question de l'impact sur les patients et le système de santé. Certains établissements privés sont plus rapides à adopter ces technologies en raison de leur budget, bien sûr. Est-ce que la robotique risque de créer une fracture dans l'accès aux soins entre public et privé, encore plus? Ben, pour nous, c'est vraiment une problématique extrêmement importante au SNITEM, dont on parle régulièrement. C'est comment faire en sorte que justement il n'y ait pas cette fracture. Je vous le disais, pour ma part, 50% des CHU sont équipés, ça veut dire que 50% ne le sont pas. Ça veut dire que si vous habitez à tel endroit, le chirurgien va bénéficier de ces outils, enfin en faire bénéficier le patient, et à d'autres endroits non. Donc oui, pour moi c'est vraiment une problématique. C'est normal que que les hôpitaux puissent pas instantanément au même moment tous être équipés, mais que vous êtes sur parfois des différences de 5, 10, 15, 20 ans, ça je pense que c'est quand même une problématique. Est-ce que Excusez-moi, vous avez dit que le public était plus équipé que le privé? le privé était plus équipé? Ah oui, pardon. Alors, pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le public est beaucoup plus équipé que le privé. Le privé fait beaucoup plus attention à l'utilisation du robot, au développement. Enfin, pour moi, Pourquoi? c'est une bonne question. Je ne sais pas. Parce que Mm. je dirais que le privé fait beaucoup plus attention à ses dépenses que le public. Autre question, est-ce que vous pensez que d'ici 10 à 15 ans, on verra des robots capables de prendre des décisions médicales autonomes? Alors, moi, je pense qu'avec toutes les données qui sont collectées, l'intelligence artificielle sur les bases de données, etc., il y aura, enfin, nous, on travaille là-dessus, entre guillemets, des recommandations. C'est-à-dire, par exemple, le robot va indiquer au chirurgien un endroit, par exemple, à éviter, ou au contraire, un endroit cible. Mais c'est toujours le chirurgien qui décidera. Et donc, le chirurgien se dira, bah, le robot me dit d'éviter cette zone parce que selon lui, il y a un nerf facial à cet endroit dessous et donc je ne dois pas passer. Si après, lui, il a une raison bien précise, il pourra aller au-delà, il gardera toujours cette capacité. Mais encore une fois, ça le déchargera. Donc ce sera toujours un outil complémentaire finalement. Toujours, hein. De toute façon, d'abord, la chirurgie, c'est, comme disait Lionel, un acte de confiance d'un patient vis-à-vis d'un chirurgien. C'est pas de l'impatience vis-à-vis d'un robot. Et ensuite, en chirurgie, vous avez toujours l'aléa qui est possible. On peut avoir la meilleure imagerie du monde. Le chirurgien, en cours d'intervention, se rend compte. Ah, eh bien écoute, ça se passe pas exactement comme prévu parce que par exemple, cet osselet que je pensais mobile n'est pas mobile. Je dois changer ma stratégie. Et là, c'est pas l'intelligence artificielle qui va décider. Je pense que l'intelligence artificielle va révolutionner la médecine, mais je sais pas, la radiologie, par exemple, je pense à la radiologie où ça va changer la donne. Mais quand même, je pense qu'en chirurgie, on sera les derniers à être influencés. La chirurgie, c'est à part. Et en fait, je pense qu'on sera les derniers des derniers à être le moins remplacés par les robots et l'intelligence artificielle. Donc moi, je continue à penser que en chirurgie, ça reste un outil, mais de là à prendre des décisions, c'est-à-dire que il faudra que vous veniez nous voir, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est jamais pareil, c'est complètement différent, on n'arrive pas à modéliser un corps, c'est compliqué. Ouais. Donc ça aidera peut-être, mais remplacer, ça va être difficile. Et pour les pharmaciens, c'est pareil. L'idée, c'est pas de les remplacer du tout, ni eux, ni les préparateurs, ni les infirmières, mais c'est réellement de leur apporter un outil qui les alerte, et comme dit Nicolas, qui leur met en évidence des informations grâce à l'intelligence artificielle, de dire tiens, il y a quand même des choses qui sont bizarres là. Et cette alerte permet aux pharmaciens, sereinement d'aller prendre sa décision. Il n'y a pas d'idée d'aller le remplacer, mais c'est vraiment c'est de la collaboration en fait quelque part.
Donc non à un scénario de science-fiction. Non, pas encore. Si les bases de données permettent à tout chirurgien d'avoir finalement l'ensemble des connaissances disponibles sur Terre, en fait, au moment où il opère, c'est formidable. D'abord, c'est quelque chose que humainement aucune personne ne peut vraiment dominer toutes les connaissances de la pathologie à l'instant T. Donc c'est formidable, ça lui gagne beaucoup de temps, ça lui donne un confort pour, encore une fois, se concentrer sur son geste, parce que ça reste un métier manuel, hein. C'est un métier manuel d'intellectuel. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Prévost, directeur général adjoint de Collin Médical, vice-président du groupe chirurgie robot assistée du SNITEM. Merci à Jean-Philippe Varenne, président de Noudis. Et merci à vous Lionel Taxin, chirurgien urologue. On passe à la pépite santé.